Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le podcast Chef pour ce nouveau format baptisé Expérience. Le concept est simple, face à moi un chef et une dizaine de questions pour découvrir les plus grands moments de sa carrière. On est pile entre le portrait et la masterclass. Et d'ailleurs, en vous abonnant à mon compte Instagram, @chef_podcast, vous pouvez me transmettre aussi les questions que vous aimeriez poser au chef. Pour les entendre, c'est en fin d'épisode. Ici donc, vous allez écouter des anecdotes de parcours, la vision de celles et ceux qui les ont vécues et les enseignements qu'ils en ont tirés. Je m'appelle David Ordonneau et le chef que vous allez entendre maintenant, c'est Arnaud Faye, l'homme qui a repris il y a quelques mois les cuisines du Bristol à Paris. Un lieu emblématique de la gastronomie française, drivé pendant 25 ans par Éric Fréchon, qui fit briller au-dessus du palace de la rue du Faubourg Saint-Honoré 3 étoiles durant une quinzaine d'années. Gros challenge donc pour le chef qui a pris l'habitude, lui, d'en faire tomber aussi des étoiles. Au Ritz, au Mandarin Oriental, à l'auberge du Jeu de Paume et bien sûr à la Chèvre d'Or, c'est un chef qui remporte les victoires et qui affiche humble et serein l'excellence d'un col bleu-blanc-rouge. Il faut savoir qu'il est aussi champion du monde de pizza, ce chef-là. Et si l'info est étonnante, elle en dit long sur la volonté d'Arnaud Faye à aller au bout de ses passions et à les emmener au plus haut rang. Alors rendez-vous dans son bureau, au milieu des cuisines du Bristol, pour partager les souvenirs et les expériences d'Arnaud Faye. Bonjour chef. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt à nous raconter les moments clés de votre carrière et puis surtout les enseignements que vous en avez tirés? Bon, on va essayer, oui, au mieux. On remonte le fil au tout début de votre histoire. Est-ce que vous avez eu un jour la révélation pour ce métier? Ou est-ce que c'est progressivement et petit à petit que vous avez emprunté le chemin de la cuisine? Non, je pense que c'est vraiment depuis l'enfance avec, je dirais avec des grands-parents maternels qui cuisinaient très bien, qui avaient un grand potager. Je pense que ça a toujours été le métier que j'ai voulu faire en fait. J'en ai pas forcément le souvenir, mais ma mère me disait, même quand j'étais petit, en fait, je jouais à la dinette, par exemple, avec des casseroles, des grains de café, de la farine. Donc, je pense que c'est quelque chose, je dirais, qui date et qui était en moi depuis très longtemps. Je dirais même sur le coup, j'étais pas un très bon élève, donc même sur le coup, je pense des 13-14 ans, je me suis dit tiens, c'est ce métier que je veux faire, j'avais presque envie de partir. Je savais pas forcément ce qu'il y avait, l'école, l'apprentissage et tout. Mes parents m'ont un peu forcé, je dirais, à aller jusqu'en troisième. Jusqu'en troisième où j'ai eu mon brevet des collèges, je sais même pas comment. Je crois que c'était un peu une des conditions aussi pour entrer au lycée hôtelier. Il y a eu un seul lycée qui a voulu, je dirais, me prendre, qui était un lycée à La Chaise-Dieu, donc en Haute-Loire. Mmh. Et puis après, à partir de ce moment-là, je me suis épanoui dans les études, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Vous aviez trouvé votre voie. C'est quoi qui vous plaisait quand vous vous souvenez justement de ces moments-là de l'enfance? On a parlé du potager, du rapport aux produits, on a parlé de cette dinette et effectivement là on se parle peut-être de recréer un spectacle, un théâtre, celui du repas, celui de partager quelque chose. C'est quoi les choses qui vous parlaient à ce moment-là et qui vous a dit il y a quelque chose qui me plaît là-dedans? Pourtant, on n'avait pas de grands repas familiaux. Voilà, ça arrivait, mais c'était pas quelque chose tous les dimanches. Imposé. Non, je pense que c'était plus déjà un rapport à la nourriture parce que je pense que j'aimais bien manger, tout simplement. Et j'avais la chance justement d'avoir du côté paternel des grands-parents qui avaient une ferme. Donc avec tout ce que ça conçoit, donc le potager, les prés, je dirais les vaches, les lapins. Il y avait une culture aussi qui était d'élever un cochon et de le tuer et d'avoir la charcuterie, d'avoir tout ça. Et de l'autre côté, du côté maternel, donc des grands-parents qui avaient un très grand potager. Et voilà, tous fruits, les légumes. Et je passais beaucoup de temps chez eux en vacances avec mon grand-père. C'était ramasser les petites pommes de terre, les haricots verts, les petits pois et ainsi de suite quoi. Donc on se parle de produits et pas tant de cuisine, c'est marrant
Parce que en général, quand les chefs racontent ces moments-là, du coup, et ces premiers souvenirs, parfois ils parlent justement, alors effectivement, des repas du dimanche, de l'odeur dans les cuisines, d'une grand-mère ou d'une mère ou d'un père qui cuisinait à tel endroit ou tel genre de plat. Vous êtes beaucoup sur le produit. Vous me parlez de potager, de choses comme ça. Ouais, parce que je pense que c'est un peu la naissance aussi pour moi de cet amour pour le côté végétal. Après, oui, forcément, il y avait ces odeurs de cuisine. Il y avait ce qui était assez marrant même, c'est chez mes grands-parents, il y avait 2 cuisines en fait. Il y avait la cuisine de mon grand-père qui était au rez-de-chaussée de la maison et la cuisine de ma grand-mère qui était à l'étage où ma grand-mère avait plus une tendance à faire les entrées. C'est rare, ça, quand même, d'avoir chacun sa cuisine. Ouais, c'était assez drôle, quoi. C'était assez drôle, et puis c'était chacun prenait son plaisir à ça. Et c'est-à-dire qu'il y avait un qui s'occupait d'une partie du repas et l'autre ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais. Et mon grand-père, c'était toujours le plat principal, donc ça pouvait être une volaille, un gigot d'agneau, je dirais un lapin à la moutarde, des choses comme ça. Et ma grand-mère, elle, c'était vraiment les entrées, les asperges vinaigrettes, une belle tarte à l'oignon. Elle faisait, je me rappelle, elle nous faisait des grandes pizzas avec vraiment les tomates fraîches quand c'était la saison, des anchois dessus. Pourtant, on n'a pas du tout d'origine italienne. Et mon grand-père, ouais, c'était plus en bas, donc les légumes, la volaille, le gigot d'agneau. C'était une brigade, quoi. C'était compartimenté. Ouais, c'était compartimenté, ouais. C'est rare, ça, quand même. Ouais, mais bon, je pense que ça a évité les conflits aussi. Chacun sa partie. Je m'occupe des entrées, je fais le plat. Et puis ça fonctionnait très bien comme ça. Bon, après, mon grand-père arrêté de travailler assez tôt, point de vue, disons, il était mineur. Donc ils avaient la retraite quand même beaucoup plus tôt vu la dureté du travail, donc ça permettait que ma grand-mère travaillait encore et que je passais beaucoup de temps justement avec mon grand-père, et puis même les après-midi on allait se promener, on va reparler produits, beaucoup de grandes promenades où quand on est en enfant on traîne un peu les baskets au bout d'un moment, et puis où on allait ramasser les murs, les myrtilles, des choses comme ça. Ça crée une empreinte quand même, parce que vous parlez de beaucoup de produits, on se parle de végétal, on se parle de nature, on sent que l'empreinte elle est présente. Ouais, et puis j'étais dans une région, l'Auvergne, où on est quand même une région très verte, très nature, donc forcément ça reste en nous, et ce qui est assez marrant, c'est même maintenant on continue à la maison à beaucoup aller se promener, beaucoup aller en forêt. Les filles quand elles étaient petites, on les traînait beaucoup, et forcément ça râlait un peu, ça traînait des pieds comme on a pu faire. Et puis en fait maintenant à 19 et à 21 ans, en fait c'est les premières à se dire tiens, on va aller se promener à droite, on va aller se promener à gauche. Donc bon, comme quoi ça marque. Ça marque, ouais. Vous avez parlé de la formation qui va suivre et de ce lycée hôtelier. Si vous devez, comme ça, parler d'un souvenir qui vous revient en mémoire de ces années d'apprentissage, elles sont longues parce que l'entrée au lycée hôtelier, ok, c'est le début. Et puis après, la formation, elle va continuer. Il y a ces stages, il y a ces premières incursions dans le monde professionnel et puis même ces premiers emplois. Cette époque de formation et d'apprentissage, elle vous évoque quoi? Quels souvenirs vous reviennent en mémoire quand vous y pensez? Non, c'était des bons moments. Bon, à savoir que j'étais dans un lycée où on était pensionnaire. Donc, on rentre pas forcément tous les soirs à la maison, même pas du tout. Donc, on partait le lundi matin, et encore, on avait de la chance, on rentrait le vendredi ouais. En fin d'après-midi. Donc, on avait des semaines quand même qui étaient assez remplies. Ouais, le souvenir que j'en ai, justement, c'était, on était dans un lycée, donc à la Chaise-Dieu, 1000 mètres d'altitude. Hiver assez froid et neigeux, où en fait on était au milieu des bois, donc il y avait même pas de barrière, il y avait pas de grillage. En fait on était à 1,5 km ou 2 km du village, donc en fait ils avaient même pas besoin de ça. Donc c'était cette vie un peu je dirais une certaine autarcie un peu, où on avait vraiment des horaires aussi à respecter, que ce soit les horaires de coucher, les horaires de lever, et puis c'était cette approche, je dirais cette première approche du métier, moi, qui m'a beaucoup plu, quoi. Qu'est-ce que vous découvrez justement qui vous parle à ce moment-là? Parce que, ok, on a compris que l'école traditionnelle, entre guillemets, la voie générale, bon, ok, et que là, il y a quelque chose qui match, qui vous parle et où vous dites, je suis à ma place. C'est quoi qui fait que vous avez ce sentiment à ce moment-là?
Je pense tout simplement parce que ça m'intéresse. C'est non, ça soit autant, je dirais, ce qui pouvait être les TP, donc vraiment toucher les produits, apprendre les bases. Hein, on commence. Je crois que mon premier TP de mémoire c'était encore dans l'ancienne école parce qu'on avait une école en bas. Il restait l'ancienne école du village qui était dans le village. En fait, c'était géré par les pères à l'époque. De la communauté Saint-Jean et c'était dans le village, c'était le cardinal de Rouen, ça s'appelait, donc c'est pour dire, c'était très même très austère, même la cuisine était vieille, les lieux étaient sombres, mais ça reste un bon souvenir. Et les premiers TP, c'était côte de porc charcutière avec purée, des choses comme ça, et une tarte bourdaloue, une tarte aux pommes. Et je me suis toujours dès le départ, je me suis senti à l'aise dans ce métier, cet apprentissage, quoi. C'était quelque chose qui me passionnait, et voilà, je pense que j'avais aussi certaines facilités par rapport à ça, et pourtant j'avais pas énormément, comme tout le monde, je pense, fait un peu de cuisine à la maison, ou tester un peu des gâteaux ou des choses comme ça avec ma mère, mais ça s'arrêtait à ça. Ouais. Et je me suis senti tout de suite dans mon élément, en fait. Et que ce soit même pour les cours qui étaient des cours plus théoriques, tout de suite ça m'a beaucoup plus intéressé. Après la formation, en général, on commence à rentrer dans le milieu professionnel. Au cours de la formation, il y a des premières incursions, puis les premiers emplois, et donc la confrontation avec des premières figures. Est-ce qu'il y a comme ça des gens, des chefs, dont vous vous rappelez, qui vous ont marqué et qui ont imprimé quelque chose dans le début de votre carrière? Oui, tout à fait. Mon premier stage, j'avais été même, je dirais, à quelque part un peu déçu parce qu'on avait des stages, je faisais partie, je dirais, des bons élèves en cuisine, et ma prof m'avait mis dans un stage dans une maison qui était au Brugeron, au fin fond du Livradrap de Forez. Le monsieur, disons, le chef s'appelait Monsieur Godon. Il avait, à l'époque, je dirais, il devait avoir 68, 70 ans au moins, et il était toujours en cuisine. En fait, c'était toujours son entreprise, il travaillait comme s'il avait 30 ans, quoi. C'était assez exceptionnel. C'était pas du tout étoilé ni rien, on touchait à tout, quoi. Il y avait deux employés, deux apprentis, et voilà, donc ça m'a appris, un peu déçu, oui, de ce côté de vouloir aller, je dirais, vers cette excellence que pouvaient être les maisons étoilées et que sont les maisons étoilées. Et en fait, j'ai découvert, je dirais, toute autre chose, justement, une cuisine assez campagnarde, assez à l'ancienne. Et je dirais, pour la petite histoire, ce chef avait été, en fait, à l'époque, a travaillé pour la mère Brasier au col de la Luère, donc ce qui date, donc qui était à 3 étoiles. Il avait connu Paul Bocuse comme commis de cuisine. Ah, drôle. Je vous parle de ça. Parfois on était en 1996. Mon stage était en 1996, donc ça remonte un peu. Et donc on parle d'une époque où justement, il travaillait encore à l'ancienne. Il faisait un peu ses recettes. On faisait l'artichaut au foie gras et mori, qui était un peu des plats emblématiques de cette époque-là. Bon, il y avait eu plein de choses justement à apprendre, très classiques, mais je pense que ça m'a aussi inculqué de travailler les bases. Puis comme j'en voulais aussi, c'était pour moi ça avait été un très bon stage. Il m'avait repris, on arrêtait les stages, je crois, c'était mi-juillet, donc il m'avait repris un mois de plus, un peu plus d'un mois de plus, comme salarié derrière. Et bon, ça avait été assez fantastique parce que c'est là où vous touchez vos premières, je dirais, payes. Quand on est stagiaire, on était payé, mais pas grand chose. Et puis là, vous vous dites, tiens, j'ai gagné un peu d'argent, c'est cool. Ouais. Donc, et puis c'était l'époque aussi, c'était une époque, c'était la fin de cette époque-là. Mais à quelque part, je suis assez content de l'avoir connu, où dans le métier, on n'avait qu'un jour et demi de repos par semaine. Donc, on voyait quand même déjà la dureté, je dirais la dureté du métier. On faisait quand même pas mal d'heures. Mais voilà, c'était quelqu'un qui savait nous récompenser en tout cas. Donc, il faut que je vous pose la question, pourquoi on peut dire aujourd'hui, parce que forcément il y a des jeunes qui nous écoutent, vous êtes content d'avoir connu cette époque-là, vous êtes content d'avoir connu ce volume, cette densité, cette époque où on n'avait qu'un jour et demi d'arrêt par semaine? Parce que c'était aussi, je dirais, quand on est passionné,
Quand on est passionné, 8 heures par jour, c'est bien, c'est la loi, il y avait un peu moins cette appréhension à l'époque, mais par contre, je dirais sur les 3 mois, un peu plus de 3 mois où je suis resté là-bas, qu'est-ce que j'ai pu apprendre, la quantité et la qualité de choses que j'ai pu apprendre sur 3 mois et demi. Quand vous débutez, voilà, il faut être passionné. Vous êtes, je dirais, moi j'étais un peu omnibulé par la cuisine, quoi, très clairement. Donc même dès Donc le départ, le volume horaire. je vivais pour ça, quoi. On va dire en gros, quoi. Donc c'est vrai que plus on était présent, plus on voyait de choses. On travaillait un peu avec lui au piano, on voyait plein de choses, plein de tours de main. Et c'était ça qui était assez génial, quoi. On se dit, ouais, on va plus vite, quoi, quelque part, quoi. Vous avez parlé de déception. Cette déception, c'était de pas aller dans une table qui soit plus reconnue, plus étoilée. Plus reconnue, plus étoilée, ouais, tout à fait. Ouais, néanmoins, vous avez appris des trucs. J'ai l'impression que c'est oui, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que c'est important d'avoir ces bases classiques, ça, que ça soit ici ou sur d'autres maisons par la suite, d'avoir pu avoir, je dirais, des chefs qui m'ont inculqué les bases classiques, qui sont des choses simples, hein, comment faire un riz pilaf, comment faire une bonne sauce blanquette, qui derrière nous permet de faire une sauce suprême, une sauce albufera, etc. Bien avoir appris les bases dès le départ, c'était quelque chose où on se dit ouais, en fait, ouais, je fais de la vieille cuisine. Parce qu'on a toujours cet œil, il y avait pas mal de magazines déjà à l'époque où j'achetais pas mal de livres, et on avait cet œil qui se tournait plus vers la modernité. Mais en fait, ces bases, si on veut durer dans le temps, je pense, sont indissociables de notre métier, quoi. Ah ouais, il faut les avoir pour penser ensuite les emmener ailleurs, créer un peu différemment. Ouais, tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a des figures, on parle de cet homme parce que c'est certainement une des premières figures qui vous a plongé dans le côté professionnel de la cuisine. Est-ce qu'il y a d'autres figures comme ça qui ont marqué votre carrière et dont vous vous souvenez parfois aujourd'hui au quotidien dans votre cuisine? Est-ce qu'il y a des maîtres comme ça qui reviennent Bien sûr, à travers mon parcours, oui, forcément, il y avait, je dirais que ça soit Pierre Bertranet, qui a été la première personne qui m'a embauché au Moulin de la Gorse à l'époque, dans le Limousin, qui a travaillé pendant des années à Paris avec un chef qui s'appelle Louis Grondard, qui était un vieux meilleur rouillé de France. Et vraiment, voilà, sur cette cuisine traditionnelle à l'ancienne, Pierre avait connu aussi Monsieur Leguet à l'époque au Ritz, où il était chef de partie. Donc il y avait, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inculqué justement ces bases. Je suis resté une année chez lui parce que le Limousin, on était quand même un petit peu, je dirais où c'était, on était un petit peu perdu, je dirais au milieu un peu de nulle part. Quand on est jeune, on a envie aussi d'avoir autre chose. Que être entouré de bois, d'étangs et de brouillard sur la période hivernale. Mais par contre, j'ai énormément appris avec lui parce que c'était un grand technicien. Donc c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. En plus, à l'époque, j'étais au garde-manger et lui travaillait au garde-manger avec moi. Donc d'avoir la chance d'être avec Pierre et de pouvoir échanger, c'était assez formidable, quoi. Ça dit quelque chose qui est particulier, qui est pas toujours commun, c'est la proximité qu'on peut avoir avec un chef. Parfois, quand on arrive dans une cuisine, quand on se forme, on n'est pas tout de suite dans les pas d'un chef. On n'a pas tout de suite l'occasion de s'en approcher et de s'en inspirer. Vous avez quand même pu avoir dans certaines expériences, et vous nous le dites, une forme de proximité. C'est quelque chose qu'il faut rechercher, ça, quand même, pour se former. Ouais, je pense que c'est avec un chef ou selon la taille des brigades, avec chef adjoint ou un sous-chef, mais je pense qu'il est important, c'est d'être curieux, d'avoir un peu les yeux partout, surtout, quoi. Et puis c'est vrai qu'on a un modèle qui travaille, je dirais, avec nous, à côté de nous, qui nous explique bien comment il faut, ne serait-ce que ciseler de la ciboulette, ciseler des échalotes, comment un petit rouget on va le lever, un gros rouget on va le lever, comment on décoquille les premières Saint-Jacques, comment on nettoie les premières truffes. Voilà, c'est non mais c'est tout bête, ça paraît tout bête, mais il y a plein de c'est un grand enseignement, voilà. Et il y a plein de jeunes cuisiniers qui débarquent et qui mettent du temps justement à réduire cette distance entre eux et celui qui va leur apprendre les choses. Donc c'est intéressant de se dire que c'est pas con d'être pas trop loin de celui qui sait. Ouais, tout à fait. Avancer. Et puis je pense que aussi on a maintenant une grande partie des jeunes veulent avancer vite, voire trop vite. Et on en oublie de savoir ciseler de la ciboulette comme il faut, mais on va préférer faire, je sais pas, un siphon qui va être compliqué ou quelque chose, je dirais, d'un peu plus technique.
Ce qu'il faut pas oublier, c'est que de la ciboulette cisée, on en aura toujours besoin, et de ciser des échalotes ou un oignon comme il faut, on en aura toujours besoin. Ah ouais. Après, moi, je le vois quand je prépare certains gars, des fois sur des concours, quand on voit que c'est pas assimilé, forcément, vraiment la méthode, parce que sur un concours, ça va être important. On va être jugé, ne serait-ce que sur une échalote ciselée. Quelque chose qui paraît tout bête. Ouais. Si on l'a pas bien appris dès le début, on a un petit peu de boulot derrière, quoi. Ouais. Parce que c'est toujours plus compliqué quand on est plus vieux d'apprendre quelque chose de simple, parce qu'on a pris déjà pas mal de mauvaises habitudes. Ouais, bien sûr. Les basiques. Tout à fait. Important. Si on se parle de ça, il faut qu'on se parle d'erreurs, parce qu'on en fait tous, et surtout quand on démarre. Est-ce que vous avez souvenir d'un moment, d'une fois, d'une erreur que vous avez faite et qui vous a fait dire « alors ça, mais plus jamais ». Ouais, je pense qu'il y en a, on en a plein, quoi. D'oublier une cuisson, d'oublier une sauce. Une des plus belles, je pense, c'était à l'époque chez Antoine Westermann. J'étais chef de partie. Et on faisait des crèmes de langoustine, mais qui nous servaient pour la boutique, entre autres. Et je crois que c'était quelque chose comme 80 kilos de crème de langoustine, et puis pas le temps. Et puis on travaillait avec les inductions. C'était un peu aussi le début des inductions. On est autour des années 2000. Première induction, et la casserole a pris un point de chauffe. Parce que pas le temps de mélanger, parce que voilà, se dit de toute façon ça va cuire tranquille, ça va cuire tout seul, et puis il se retrouvait à mettre 80 kilos de crème à la poubelle. Bon, Antoine est un chef très calme, mais je m'étais fait un peu houspiller quand même. Ah bah oui, forcément. Et puis bon, forcément on essaie de cacher un peu la bêtise, mais bon, comme forcément derrière ça sent partout le cramé. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on se dit de ça? On se dit qu'il faut avoir une attention constante. C'est quoi les enseignements que vous tirez de ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous dites et des erreurs dont vous vous servez aujourd'hui pour transmettre à votre équipe des préceptes importants? Ouais, il faut être concentré sur ce qu'on fait, quoi. C'est surtout ça, quoi. On peut pas être au travail et je dirais avoir la tête ailleurs, quoi. Ou il faut être capable de dire, se dire on travaille en équipe aussi, c'est important. Si on est derrière en train de faire du poisson ou de la viande ou autre chose, c'est de dire aux autres, tiens, tu peux faire attention à ma casserole, tu la remues de temps en temps. Voilà, je pense que c'est responsabiliser un peu tout le monde aussi. Je pense que précepte, ça va être ça, et ça va être ce travail, ce qui met en avant un travail d'équipe, quoi. Alors il y a une histoire de ce paradoxe qui est vraiment l'ordre de la cuisine, qui est le focus sur ce qu'on fait soi et la communion qu'on doit avoir avec les autres. Il y a cet équilibre à trouver entre être hyper responsable de la tâche qui nous incombe et d'être hyper ouvert justement sur ce qui nous entoure. C'est ça le vrai... Ouais, c'est ça la vraie balance, c'est d'être capable de dire attention, là j'ai besoin d'aide, ou attention, tiens, est-ce qu'on peut me surveiller justement la fameuse casserole. J'aurais pu le dire, parce que je devais être derrière en train de faire du poisson, élever du poisson ou des choses comme ça, et il y avait du monde autour du piano, mais voilà, comme on le dit pas forcément, les autres le font pas forcément, mais si on le dit, en moyenne, je dirais s'il y a cette communication, les autres le font, et cette valeur de communication, maintenant, pour moi, est quand même très importante. On peut pas travailler en équipe et surtout bien quand travailler. On a une équipe aussi large que celle qui est autour de qui nous est là. Ici, ouais, tout à fait. Ouais. On a un petit peu de monde. Ouais, forcément. On se parle d'une erreur, on se parle d'un moment qui est pas forcément très agréable, celle où le chef nous dit putain mais qu'est-ce que t'as foutu. Il y a aussi des bons moments, heureusement, et des grands moments. Votre carrière est loin d'être finie, vous en entamez un nouveau chapitre en plus aujourd'hui, donc vous avez encore beaucoup de choses à vivre. Néanmoins, si on fait un petit trait maintenant et qu'on fait le bilan de tout ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a un moment comme ça où vous vous êtes dit, certainement plus tard, bien après les langoustines, waouh, ça c'est un moment extraordinaire. C'est quoi le grand moment que vous avez vécu dans votre carrière ?
dirais pour moi, il y a la partie, je dirais, où on est à quelque part employé, artisan, où on est chef de partie, commis, demi-chef de partie, donc bien avant chef, où on se fait un super service, où il y a rien qui a déraillé, où ça a été non, comme on imagine presque jamais Fluide. moi je sais qu'à une époque avec justement c'était chez Westermann avec Edouard qui travaillait avec moi sur le même poste, on arrivait à faire des services quasiment sans se parler, juste en se regardant et en regardant les choses qu'on avait à faire, et ça c'était assez magique quoi, parce que on n'avait pas besoin, on était passé au stade où on n'avait plus besoin de communiquer pour savoir où en était l'autre et ce que l'autre avait à faire, et ça c'était assez fou quoi, on avait l'impression de faire des services, il y avait des moments un peu comme sur un nuage quoi. En symbiose. Ouais, en symbiose, et où ça se passait en moyenne bien. Bon, des fois il y avait un peu des ratés quoi. Ah mais ça forcément. des ratés, et puis Edouard avait une tendance à bien s'énerver de temps en temps quand il loupait quelque chose, donc mais c'était même pas contre disons, c'était vraiment contre lui-même, donc c'est là où on cherchait vraiment cette exigence, mais justement pour l'équipe, pour la partie quoi. Et ça c'était assez ça fait partie, je trouve, des grands moments. On se dit on est en plein service et on fait un super service, on a l'impression d'être un peu comme sur un nuage quoi. Un peu comme si je dirais quelque part un peu comme si on dansait, je pense. Ouais. Ça glisse. Ouais, c'est ça, ouais. Et après en grand moment en tant que chef, c'est quand à Chantilly, je dirais après 18 mois d'ouverture, qu'on m'annonce les 2 étoiles Michelin quoi. Chose on s'attendait pas du tout. Déjà, on avait ouvert en septembre. Au mois de mars, on nous remettait la première étoile. L'année d'après, on nous remet la 2e. Donc puis c'était avec les équipes de départ quoi. Donc c'était assez fabuleux pour toutes les équipes quoi. On était une petite équipe, hein, on était 6 en cuisine, sur le gastro, ils étaient à peu près pareils en salle, mais on formait une vraie équipe. Je pense qu'il y avait une vraie insouciance. Ah ouais. Il y avait une vraie insouciance dans ce qu'on faisait quoi. Vous vous souvenez de ce moment justement où vous avez été appelé peut-être ou pas, où vous l'avez découvert, où vous l'avez appris? J'avais été appelé, en fait, vous savez, c'était un samedi soir, et puis on avait déjà entendu parler de pas mal d'autres chefs qui prenaient des étoiles, donc en ayant eu la première quelques mois, je dirais une petite année avant, on s'attendait pas spécialement à avoir la 2e, hein, et je sais pas, je demande, mon marqueur marchait plus au pass pour les bons, et j'avais jamais pendant les services, on n'avait jamais le téléphone interne pour pas être embêté. Je dis à mon adjoint, tiens, tu peux descendre aller chercher un marqueur, et il y a le téléphone qui sonnait. Bon, il se dit bon, je vais quand même décrocher. Il décroche, et c'était Julienne Caspar du Michelin, donc qui était la directrice France à l'époque, au téléphone. Et il me remonte le téléphone, il me dit Michelin pour vous. Je lui dis tu te fous de ma gueule. Et derrière je prends le téléphone, donc Julienne Caspar, je me suis dit tiens, c'est un canular quoi, c'est un canular. Puis je lance, tous les chefs me racontent cette histoire de se dire mais c'est un canular, on s'est moqué de moi. Ouais, puis c'était un samedi, il devait être 22h ou 22h30. Donc genre 48 heures, 3 jours avant le je crois. La sortie du Michelin, c'était le lundi, donc très clairement, on y croit plus trop. Même si on avait eu le mardi, pour l'histoire, on avait eu Michael Ellis qui était venu manger le mardi soir, donc on s'est dit, Michael Ellis qui vient une semaine avant. Et donc je lâche donc elle m'annonce, vous avez Arnaud, vous avez la 2e étoile, et je lui lâche un putain ou un truc comme ça au téléphone. Elle me dit j'espère que c'est un putain de joie. Bon, je lui avais quand même demandé une confirmation par email que j'ai reçue dans les 5 minutes de sa part. Je vous confirme bien. Ouais, parce que bon, vous dites, on n'est pas, c'est un peu irréel quoi. Donc donc on avait, je me rappelle même plus de la fin du service. Je crois qu'il restait des tables ça s'est complètement effacé de ma tête. Et c'était un moment assez exceptionnel. Et puis pour les équipes aussi quoi. Pour les équipes aussi, parce que c'est quand même rare dans une carrière, même pour une équipe, de gagner une première et une deuxième d'affilée, même si ça se fait un peu plus maintenant. À l'époque, c'était plutôt rare, voire très très rare quoi. Aujourd'hui, là, on se parle
d'un grand moment, des moments marquants d'une carrière. Aujourd'hui, dans le quotidien, où est-ce que vous trouvez votre plaisir ? Le kiff dans votre métier, avec votre carrière, la reconnaissance qui est la vôtre, l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui, vous le prenez où ? Maintenant je le prends justement par rapport à la taille de la structure sur l'hôtel Bristol, parce que bien sûr on a Épicure, il y a ce challenge de garder les 3 étoiles Michelin qui ont été accrochées pendant plus de 15 ans par Égag Fréchon, donc déjà ça c'est quand même un gros challenge et je dirais à quelque part une certaine pression. Après, il faut que ça soit une pression, mais une pression, je dirais, positive, quoi. Je veux toujours le retranscrire comme ça, parce que j'aime cette partie de compétition, cette partie de challenge. Et puis après, il y a tous les autres points de vente, donc que ce soit le Café Antonia, la terrasse, le room service, les banquets, le 114. On a beaucoup de points de vente et je dirais maintenant, je prends quand même bien mon pied sur tous ces points d'organisation. Oui. Forcément, vous êtes plus au quotidien. Mais non, on se parle pas de cuisine là, en l'occurrence. On se parle de manière de gérer, de gérer l'humain surtout. C'est ça qui est que moi je trouve qui est vraiment sympa, c'est de gérer de l'humain, c'est de mettre des choses en place, en fait pour que ça soit fluide et pour que les équipes partout elles roulent et qu'on ait la même, je dirais à quelque part la même vision et le même niveau d'excellence qu'on va rechercher, que ça soit à travers un burger qui peut être envoyé au room service, qu'un plat Épicure. Le but, c'est d'avoir cette cohésion aussi, je dirais, sur tous les points de vente, quoi. C'est rare d'entendre comme réponse à la question où se trouve le kiff d'un cuisinier, c'est sur l'humain. C'est plutôt rare. Si je puis me Peut-être, je sais pas. Non, mais parce que c'est vrai que c'est pas forcément. En général, l'humain, le management, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est ce qui est le plus difficile. C'est là où les contours sont un petit peu, fous. C'est pas facile à prendre en main. Justement, c'est parce que c'est pas facile. Je pense que c'est intéressant, quoi. Et on n'est plus comme à l'époque. Moi, quand j'ai attaqué, où on nous disait, en gros, la cuisine, c'est comme l'armée. Il y a une seule équipe, tout le monde doit marcher de la même façon et voilà quoi. Non, c'est en gros, soit tu t'adaptes. À l'époque, c'était soit tu t'adaptes, soit tu dégages, quoi. Dans certaines maisons, hein, c'était pas le cas partout. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention à l'individualité des gens et savoir faire travailler avec les forces et les faiblesses de chacun. Je pense que c'est ça qui est important. Mais comment vous dealez avec ça, vous, avec vos objectifs justement ? Comment vous faites pour vous adapter au profil de chacun, surtout quand on est dans des brigades comme ça, on est dans votre bureau là, on voit ce qui se passe autour de nous, il y a je sais pas combien de personnes. Comment on fait justement pour personnaliser son rapport à ses collaborateurs ? C'est pas évident quand même. Déjà, c'est quelque chose à inculquer à ses adjoints. Je pense que c'est ça qui est important, ces adjoints, c'est une façon aussi de penser, de faire attention aux autres, ça doit être eux aussi, c'est votre relais. La liaison, ouais. et le pont entre tout ça, et qu'ils soient capables aussi, quand il y a des choses, de remonter les informations, et c'est là derrière où s'il y a une nécessité qu'on peut intervenir. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous arrivez avec votre philosophie, votre regard, votre vision, et que il y a des commandants qui sont là pour prendre le relais et justement faire en sorte que cette vision elle ruisselle, c'est ça, et qu'elle emporte un peu le tout. Ouais. Tout à fait. Et puis clairement, ceux qui veulent pas s'adapter à cette vision ou qui veulent avoir une vision, je dirais entre guillemets un peu plus archaïque, pour moi, ils auraient rien à faire là, quoi. Très clairement, quoi. Donc ça dégage quand même. Il faut quand même qu'il y ait une adéquation. Ouais. Après, je pense que c'est aussi emmener, je dirais, le rôle d'un chef, d'un leader. Ça va être aussi d'être capable d'emmener les gens avec soi, quoi. Donc d'emmener les gens avec soi, d'avoir la plus grande adhésion. Une fois qu'on a l'adhésion d'une grande partie des équipes, ouais. Les autres elles se fondent à quelque part dans ce moule-là. Donc on n'a plus spécialement de problème quand vous avez 80% des gens qui sont d'accord avec la façon de manager, de penser, etc. Les autres ils s'adaptent aussi, ils se disent en fait c'est peut-être pas plus bête de travailler comme ça, quoi. Et tout le monde avance. Ouais. Ok, pour le truc cool,
Et le truc le plus pénible, parce qu'il y a quand même des trucs au quotidien, quel que soit notre métier, qui sont pénibles. Ouais, est-ce qu'il y a des trucs comme ça où vous dites, oh là. Ouais, bien sûr, on a des choses qui sont pénibles, on a beaucoup de réunions, on a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à voir. Surtout quand on arrive, je dirais au départ quand on arrive, reprendre la globalité d'une maison comme celle-ci, c'est assez, je dirais c'est assez prenant. On voudrait vraiment s'orienter sur la cuisine et je dirais faire de la cuisine parce que aussi c'est ce que les équipes attendent. Il faut savoir démontrer aussi pour que les cuisines, disons que les équipes et les collaborateurs intègrent un petit peu ce qu'on est, ce qu'on veut retransmettre. Et c'est vrai que par moments on se retrouve beaucoup coincé entre une réunion pour ci, une réunion pour ça. Même si ça fait partie du travail et du métier, mais c'est aussi à quelque part, je dirais en tout cas au début, c'est souvent une perte de temps, quoi. Ouais. C'est souvent une perte de temps où on laisse peut-être passer des choses qui sont primordiales un petit peu de côté à cause justement de ce système de rapports, de réunions, de tout ça. Bon, après, je pense que ça s'estompe aussi au fur et à mesure. Ouais. Et c'est là où il faut vraiment beaucoup échanger avec les responsables, les adjoints directs pour savoir vraiment leur dire le but c'est vraiment d'aller dans ce sens-là, quoi. Forcément vous êtes exposé, surtout dans des chapitres comme ça de votre carrière, mais c'est pas nouveau parce qu'on vous regarde depuis longtemps. C'est quoi votre rapport à la critique? Quel rapport vous entretenez avec ceux qui vous regardent et ceux qui vous jugent? Bon, la critique, c'est jamais quelque chose d'évident. Après, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, il peut y avoir de la critique positive et de la critique, je dirais de la critique négative. Après, c'est comme tout, ça dépend comment c'est fait, comment c'est dit, quoi. Je veux dire, si on fait quelque chose, s'il y a une critique qui est, et j'écoute les critiques en moyenne, moi, ça me permet de me remettre en question. Après, on sait aussi avec l'âge, l'expérience, quand c'est bien fondé ou moins bien fondé. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'y porte de l'attention parce que c'est important et je pense que c'est aussi une façon d'évoluer, que ce soit une critique d'un client ou ça peut être des journalistes ou autre. Tant que c'est fait, je dirais entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, avec bienveillance, ça passe et on se remet en question. Quand ça l'est moins, je pense qu'il faut pas s'étaler là-dessus non plus, quoi. Ouais. Ça vous est arrivé déjà de vous dire ou d'avoir un retour d'où qu'ils viennent en fait, clients comme journalistes ou experts ou sur votre cuisine et où vous vous êtes dit ça il faut que je change. Est-ce que ça vous impacte parfois au point justement de vous remettre en cause? Bien sûr. Je pense que c'est tout but. On peut pas se dire on est entre guillemets le chef tout puissant et qui a toujours raison et qui est toujours d'accord avec lui-même. Je pense que c'est important de savoir écouter les autres aussi et d'en tirer parti. On se parle là justement de gens qui peuvent porter un regard et vous dites qu'il faut les écouter. Il y a une question que je pose toujours aux chefs désormais dans ce format, mais dont ils me parlent pas eux spontanément. C'est l'entourage. L'entourage dans tout ça. Comment vous gérez votre entourage à vous, personnellement, avec la carrière que vous menez, les challenges que vous devez relever, les phases de travail intenses auxquelles vous vous livrez? Comment on gère ceux qui nous entourent? Ceux qui nous entourent, il y a le côté, je dirais l'entourage proche travail. Ça c'est une chose. C'est plus nous à le gérer et à avoir, je dirais, entre guillemets la bonne distance, mais aussi la bonne réciprocité. Donc ça va être vraiment avec les adjoints qui sont proches, avec une direction qui vous fait confiance, avec tout ça. Et après il y a les proches, les vrais. Et les proches, les vrais, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, moi j'ai de la chance d'avoir une femme là-dessus qui est depuis des années, qui est formidable, quoi. Non, elle comprend. Elle est, je dirais, elle est dans le métier aussi, donc elle comprend. Ça aide. Bien. Ça doit aider d'avoir cette grammaire, de comprendre pourquoi les horaires ne sont pas des horaires en fait. Ça aide beaucoup et on sait aussi se donner des moments pour nous, en se disant. Ça vous y faites gaffe? Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Pendant des années, j'y ai pas fait attention. Je dirais depuis que je suis avec Laurence, on y fait attention. Elle sait très bien me le rappeler aussi. Ouais. Il faut breaker, c'est maintenant. Ouais, et puis c'est une grosse travailleuse aussi, donc elle comprend très bien. On va dire, on se comprend très bien dans les deux sens. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi
Et d'un sens comme de l'autre, je pense que c'est réciproque, c'est juste un équilibre, je dirais, qui est assez parfait, quoi. De fait, les enfants, comment on gère quand les deux parents sont à ce point impliqués dans leur métier? Alors nous les filles sont grandes maintenant, plus nous c'est un remariage quelque part. Donc les filles sont connues, elles étaient plutôt petites et elles ont eu l'habitude de grandir comme ça, mais on a toujours pris du temps, on a essayé de prendre en tout cas au mieux du temps pour elles. Ah oui. Ouais, tout à fait, et c'est une chose qui est très importante. Ça équilibre dans le métier, par exemple, c'est important, certainement, ces parenthèses-là. C'est important, ouais, c'est important d'apporter de l'attention, je pense, à ces enfants, même si c'est pas toujours facile, même si on n'est pas toujours en adéquation et on n'est pas toujours d'accord, mais on a essayé, on essaye, on continue. Bon, maintenant elles sont plus à la maison, donc c'est un peu différent. On essaye forcément de leur inculquer quelque chose, que ça soit, on parlait de produits. Que ça soit de manger comme il faut, d'acheter des bons produits, de voyager, d'être ouvert, que ce soit à la musique, à l'art, à pas mal de choses. Je pense que c'est très important. Et après, je sais pas si c'est louable ou pas, mais je suis toujours parti du principe, il vaut mieux avoir peut-être moins de moments, mais avoir des moments qui vont être, je dirais, plus concentrés, plus intenses et plus utiles avec nos enfants, que d'avoir plein de moments et pas faire grand-chose, quoi, en fait. Ouais. On sent qu'il y a de la densité, du coup, il y a une autre intensité. Ouais, il y a une autre intensité. Bon, là maintenant elles sont grandes. Moi, Flavie, elle est à Bordeaux, elle fait des études de droit, et Maïlis, elle est actuellement en Australie où elle fait sa 3e année de Sciences Po. Donc bon, ça fait un petit moment. Il y a pas de cuisine dans cette histoire. Il y a pas de cuisine, non. Il y a pas de cuisine, pas de pâtisserie. C'est un comble. Non, mais c'est chouette qu'elles aient pris aussi leur voix, leur voix et d'autres voix, quoi. J'ai des questions d'auditeurs, j'ai dit que j'allais vous voir, et j'ai reçu beaucoup de questions. Ah ouais? Ouais, j'en ai sélectionné quelques-unes. Forcément, il y en a beaucoup qui tournent, et c'est normal qu'on en parle autour de cette actualité. Il y a une question d'Arnaud qui dit: comment on peut amener une nouvelle brigade s'adapter à un nouvel environnement? Donc, amener une équipe vers sa façon de cuisiner, de travailler quand on arrive dans un nouveau lieu. Est-ce que déjà la brigade, il y a beaucoup de gens qui vous ont suivi? Est-ce que il y a beaucoup de gens qui étaient là avant? Bref, comment on fait pour que ce mélange opère et que petit à petit on mette sa patte? Parce que j'ajoute à cette question qui est déjà très longue, des critiques qui ont dit justement que dès le début, on sentait votre cuisine. Alors que vous entrez dans une institution, que vous reprenez le flambeau, vous l'avez dit, d'Éric Fréchon, qui était là depuis une quinzaine d'années, les critiques se sont 25 ans, ça faisait 25 ans. 25 ans, donc 15 ans de 3 étoiles. Ouais, c'est ça, c'est les 3 étoiles. Et les critiques ont quasiment tous dit qu'on sentait déjà que vous y alliez avec votre patte, votre touche. Ce qui est plutôt... Alors, je suis à savoir que je suis arrivé il y a quand même maintenant un peu plus de 4 mois, même bientôt 5 mois, en fait. Ouais. C'est pas grand-chose. On a lancé Épicure il y a un peu plus d'1 mois. Avant, ça a été aussi un travail de compréhension. Je suis arrivé tout seul au départ. Ça a été un travail de compréhension, comment les équipes fonctionnaient, discuter avec tous les managers. J'avais vu à peu près tous les managers de la restauration bien avant d'arriver, en fait. Je m'étais pris une quinzaine de jours où je suis venu les rencontrer je faisais 3 jours ou 4 jours par semaine où je rencontrais que ce soit les responsables en salle, en sommellerie, forcément des cuisines différentes, et d'échanger avec un peu sur leur vision de la maison, leur vision du management, leur vision de quelle était leur problématique actuelle, et voilà, s'ils avaient des idées. Je pense que l'écoute a été primordiale dès le départ, et pas d'arriver et dire ouais, c'est comme ça, c'est plus non, vous effacez tout ce que vous faisiez avant, c'est autrement, maintenant c'est comme ça. Je pense que c'est pas la bonne façon. Il faut arriver, quand on arrive dans des maisons comme ça, je pense qu'il faut arriver assez humblement, avec son petit bagage et son petit sac à dos. Donc je pense qu'il faut prendre le pourtant temps de la comprendre. critique dit que vous êtes arrivé et que en cuisine déjà et dans les plats, on sent que vous êtes là et que le vent a tourné
Donc vous êtes quand même arrivé en si peu de temps, alors certes avec de l'écoute, certes humblement, mais à déjà imprimer une forme de marque et de singularité, c'est pas rien quand même. Bah, il fallait. Mais il y a des gens qui ont pas le même rythme. Hein. Il y a des gens qui ont pas le même rythme. Ça fait déjà 4 mois que je suis là, oui. 4 mois, c'est rien. Ouais, moi je suis quelqu'un qui est assez, je dirais, quand c'est sur des périodes comme ça, c'est boulimique de travail. J'avais ma vision aussi. Je dirais en amont, c'est quelque chose qui a été travaillé en amont quand j'étais sur la fin de la chèvre, comment je voyais et comment je pouvais avancer aussi dans la maison et tout le monde pensait que j'allais me concentrer au départ sur Épicure, ce qui n'a pas été le cas hein, pendant 3 mois, ça a été la carte d'Éric, Fréchon, et j'ai fait les services avec les gars, justement pour voir comment ça travaillait, comment. Ah oui, pendant les premiers mois donc du restaurant de la table gastronomique, vous avez gardé l'empreinte justement pour l'habiter et prendre un peu le pouls et la manière de. Ouais, et puis comprendre comment la maison, comment la maison, en tout cas, comment le restaurant Épicure fonctionnait, comment les équipes travaillaient. C'était important et puis aussi être quelque part, c'est pas parce qu'il y avait plus Eric qu'il fallait être garant aussi de cette qualité-là, même si les équipes, les adjoints, que ça soit Franck ou Shintaro ou les autres adjoints étaient là pour cette qualité, mais j'étais aussi là pour commencer à imprimer un peu aussi des choses que je voulais. Une façon de penser aussi, donc ça a permis de donner un peu homéopathiquement un peu toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai attaqué au contraire par les autres, changer Antonia, le 114, les banquets, parce que pour moi, c'était beaucoup plus logique de commencer à travailler sur le reste et pas de se dire, tiens, encore un chef qui arrive et qui va être que concentré sur le gastro. Et puis nous, il nous oublie un peu, je dirais, les autres restaurants. Vous avez attaqué par les autres tables. J'ai attaqué par les autres tables, donc c'est pour ça c'est venu quand même assez vite. Et comme je me suis retrouvé que ce soit David Texera ou avec Vincent Schmitt au 114, avec des gens en fait qui avaient envie de changement. Donc il y avait cette motivation, donc qui avaient envie d'avancer. C'est eux en fait qui ont donné ce rythme-là aussi. Ouais. Ce rythme-là, ils étaient réceptifs. Ils ont été super réceptifs, ils étaient super demandeurs, donc c'est ça qui a été déjà très favorable et qui a été assez génial justement dans l'échange dès le départ. David, ça a été le premier à dire à ses équipes, voilà, là on change tout, on change ça, on a fait les essais, on a fait des fiches techniques et on y va quoi. Donc je pense que ça a permis aussi de donner ce rythme-là, ce rythme du changement et oui, forcément d'avoir une cuisine qui soit un peu différente où je commence à imprimer, je dirais, ma patte, quoi. Alors cette patte, justement, vous la définiriez comment pour les gens qui ont connu évidemment le Bristol ou ceux qui ont eu la chance de vous connaître à la Chèvre d'Or, vous la définissez comment, cette cuisine, celle que vous voulez amener au cœur de Paris aujourd'hui? C'est toujours, je dirais, c'est une cuisine. Après, on a plusieurs points de restauration quand même. Ouais. C'est ça qu'il faut. Donc chaque cuisine a un peu ses objectifs et une vision un petit peu différente. Un café Antonia qui est notre all-day dining. Voilà, on doit toujours être dans le produit. Ça doit être bon, mais ça doit être une cuisine qui est assez lisible et assez compréhensible par tout le monde et qui change aussi au fur et à mesure des saisons. Pour moi, la saison et la saisonnalité a une grande importance. Le 114, on doit revenir vraiment sur une cuisine de brasserie, de partage, de gourmandise. Et voilà, puis ça va bien avec Vincent. Je trouve il a cette dynamique-là. De voir vers ses plats un peu canaille aussi par moment. Ouais. Et on voit les retours de la clientèle qui sont en fait super contents, mais on va avoir pas mal de suggestions. On a mis en place une entrée, un plat et un dessert du jour qui change du lundi au vendredi sur le déjeuner. Avant, il y avait uniquement un plat du jour qui changeait. Donc c'est aussi cette dynamique-là et c'est ce que on est sur une clientèle. En fait, on a vraiment des clientèles qui sont différentes selon les points de vente. Et le 114, par exemple, va être voilà, c'est une clientèle vraiment de grands habitués qui viennent souvent, qui sont capables de venir 3 fois, 4 fois par semaine au déjeuner parce que c'est du business, parce que voilà, ils sont capables de revenir un samedi soir en famille. Donc il faut qu'on ait quand même cette carte qui change au fur et à mesure des saisons, et ça c'est important. Et puis après Épicure c'est autre chose. C'est pour moi c'est une mise en avant du produit, du producteur, de l'artisanat. L'artisanat, on a un grand savoir-faire en France, ça soit l'artisanat à travers l'art de la table.
On va travailler autant avec des Vercellali que du Saint-Louis, que du Christophe, et aussi l'artisanat à travers le service. Le service en salle, pour moi, a une grande importance. En salle, la sommellerie et forcément la cuisine et nos producteurs, surtout, à pas oublier à mettre en avant. Après, ça, c'est des choses que les chefs partagent. C'est des valeurs. On se parle de saisonnalité, on se parle de producteurs, on se parle de... Ça, c'est des choses qui, quand même, à ce niveau-là de restauration, sont assez communes, non? Ouais, alors ça peut être plus ou moins poussé, moi je pense. Ah oui. Nous, vous avez envie de pousser justement cette recherche-là, cette excellence-là? Ouais, tout à fait. Puis on a des gens qui nous feront des choses, je dirais Pour moi, il y a autant de valeur. On peut avoir autant de valeur dans une carotte ou dans un oignon que dans du caviar, par exemple. Et vous avez envie d'emmener cette cuisine justement? C'est une vraie démarche là-dessus, je pense. Là, on travaille avec la famille Caillot qui nous fait des oignons, des échalotes qui sont en Champagne, par exemple. On travaille que avec eux là-dessus. Parce que pour moi, c'est le produit, il est extraordinaire. Je pourrais très bien me dire, tiens, j'achète mes oignons à Rungis, qui peuvent être très bien, qui peuvent être très bien. Mais là, on est sur. Et qu'est-ce qu'il faut entendre? Il faut entendre que les produits qui vont composer l'assiette sont des produits qui sont extrêmement sourcés, sur lesquels vous avez vraiment une vigilance, ou que vous allez aller vers une cuisine qui se réduit justement dans son essence aux produits. Est-ce que vous allez devenir une sorte de, est-ce que vous allez pas sardiser les choses et servir un oignon au Bristol, ou est-ce que ça veut dire que après, on a le menu végétal où on fait, on a un menu végétal par exemple où on fait, moi j'aime pas trop mélanger les produits, donc on va avoir par exemple une assiette autour de la carotte et de la verveine, mais par contre on a vraiment une déclinaison de carottes. Mais par contre ces carottes, on sait d'où elles viennent. On sait l'engagement du producteur qu'il y a derrière, et voilà, c'est une continuité. Après forcément on aura toujours des je dirais des super produits. On est dans un lieu comme le Bristol, la clientèle quand on vient dans un palace, qu'est-ce qu'on s'attend à trouver? Forcément on s'attend à trouver les meilleurs produits de l'Hexagone. C'est pour ça que je disais il y a pas de petits produits. Une échalote grise ou un oignon, c'est un très grand produit. Et à côté, bien sûr, on va travailler du homard, mais par exemple, c'est du homard exclusivement de la côte d'Opale. On va travailler après du turbo, bien sûr, du caviar, de la langoustine. Là, on a eu le début de les Saint-Jacques, de la baie de Seine, et je travaille depuis des années avec une seule personne, qui est Alain Rigaud, et qui lui va acheter pour nous, je dirais la plus haute qualité de Saint-Jacques, et etc. Donc on va être sur une cuisine de produits avec une vraie mise en avant du produit, mais aussi voilà avec toujours des petits condiments, des petites choses qui vont sortir un peu de la cuisine très classique. Ouais. Alors puisqu'on se parle de produits, je sais pas si on va parler de qualité là, mais j'ai une question qui a été posée, je vous dirai par qui après, parce que peut-être ça vous dira quelque chose. On me demande s'il y a des Mr Freeze dans les frigos du Bristol. Non, il y en a pas. Il y en avait. C'est une question de Pauline et Louis. Ouais, bizarrement, il y en avait à la chèvre, ouais, parce qu'on avait la cantine et c'est vrai que j'avais une tendance à manger des Mr Freeze, quoi. On m'a dit qu'il y avait une espèce de petite addiction. Ouais, c'est ça. Donc il y en a pas au Bristol. Non, il y en a pas au Bristol. Je me suis pas remis dedans, quoi. Ah bon, ok, ça va. Après, c'est pas forcément une addiction louable, donc c'est pour ça. Il a fait un break, ça y est, il est sevré. J'ai fait un break, ouais, je suis sevré. Dernière question que je pose en rituel et qui est pas simple. Est-ce que vous la posez parfois? Et si oui, comment vous y répondez? Pourquoi cuisinez-vous? Pourquoi je cuisine? Bien sûr, on se pose la question. Je pense qu'on peut que faire ce métier-là par plaisir, hein, déjà. Je cuisine en fait comme ça va être toujours orienté sur le produit, parce que quand on voit un produit qui est magnifique à l'état brut, et on se dit voilà comment on va pouvoir le respecter, le transformer. Et voilà, je pense que pour moi c'est ma vision de la cuisine, et je dirais tant qu'on éprouve une cohérence et du plaisir à faire ça, je pense qu'il faut le faire tout simplement. Par quoi ça passe, la transformation du produit? Est-ce que ça doit passer par une complexité? Est-ce que ça doit atteindre une simplicité, justement, un épure? Comment? Parce que les cuisiniers, quand ils abordent un produit, il y a toujours ce fantasme de vouloir lui rendre honneur. Néanmoins, ça passe parfois par des chemins plus ou moins complexes. Et la finalité est pas forcément toujours lisible, simple, pure. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on a une finalité pour le client qui soit, je dirais, assez simple et compréhensive. Après toute la partie technique, oui forcément il y a une grosse partie technique,
On n'est pas là, je pense, pour faire, en tout cas, je ne suis pas là pour faire un étalage de technique et revendiquer, tiens, on a fait ça comme ça avec telle technique, tel machin. Pas de démonstration. Non, on n'est pas là pour faire de la démonstration. Je pense que ce qui est important, c'est le résultat. Le résultat, c'est quand votre client, il a sa fourchette ou sa cuillère, qui met un coup dedans, qu'il met dans la bouche, il se dit ah ouais, ça c'est top quoi. Je pense que ça passe par là, tout le cheminement. Si on a travaillé. Parce qu'on travaille avec beaucoup de technologies, que ce soit des sondes, de l'électronique, on a un lyophilisateur, on fait pas mal de choses, des infusions, des décoctions, des extractions, tout ça. Moi, je dirais ça, c'est notre business et c'est fait de la face un peu cachée notre métier. Ce qui importe aux clients, c'est de se dire ah bah tiens. Même si j'ai une carotte dans l'assiette, j'ai mangé. Mon but, c'est ce qu'ils se disent. J'ai jamais mangé une carotte qui a autant de goût, qui est aussi intense. Après le cheminement par lequel on y est arrivé, on va dire, je pense que c'est pas trop sans problème, quoi. Merci beaucoup. Merci. Autour de nous et pendant cet entretien, les équipes du Bristol préparaient le service. Voilà quelques mois seulement que le chef a pris les commandes et pour autant, il règne là une sérénité qu'en général seule l'habitude octroie. Il faut donc croire que ce chef-là a su emporter avec lui toute la brigade et inspirer aussi la confiance sans démonstration de force. On sent que seul le travail et l'exécution priment. Que lorsqu'on fait bien, le sourire se répand dans la cuisine et qu'ici finalement, il suffit de faire sérieusement. Le chef Arnaud Faye fait partie de ces noms qui empruntent au sport ses valeurs pour faire jouer ses équipes. Il aime le challenge, il aime la compétition, mais pas pour les titres ou le podium de l'arrivée, non. Ce qui l'intéresse, lui, c'est le jeu, le fait qu'on puisse à plusieurs s'entendre et faire que la balle circule les yeux fermés. Alors pour ça, il fait attention à l'autre, il veille à ce qu'entre tous l'énergie circule, il vise la symbiose pour transformer l'essai. C'est alors que sans y penser, sans se dire chaque jour qu'on veut briller parce qu'on aime tout simplement donner le meilleur de soi-même, c'est ainsi qu'on arrive au sommet. Alors dans quelques mois, le guide Michelin tranchera et tout le monde aura la curiosité de regarder en premier lieu si le Bristol a conservé le Graal. Mais y a-t-il vraiment là un suspense au fond derrière cette question ? Ce qui est sûr, c'est que le challenge a été confié à un chef taillé pour l'ascension.